Le jeune poète à la guerre est allé. Sur les champs de mort vous le retrouverez. L'épée de son père il avait gardée, et sa harpe sauvage pendue à ses côtés. Terre de chant, crie le barde guerrier, tandis que le monde entier te trahit. L'épée de ton père tes droits gardera, et ta harpe fidèle toujours t'encensera. Le Vietnam. Imaginez, chers amis, une immense carte de géographie devant vous, là, juste devant le livre. La carte du Vietnam. Là-bas, les gens ils disent que leur pays ressemble à un dragon qui prendrait son envol. Voilà, on y est. Et là, on a un tout petit village qui s'appelle Yen Chao. Et dans ce village, il y a Thiep et Phan. Ils sont mariés depuis 6 ans. Ils ont eu 4 filles ensemble. Phan, lui, il est... même pas, non. Il est réparateur de vieilles savates. Ouais. C'est-à-dire qu'il gagne chichement sa vie. Mais il est surtout communiste. Un pur et dur. Un fervent admirateur de Ho Chi Minh. Oncle Ho, comme on l'appelle là-bas. Et voilà qu'un jour, lors d'une visite au village, Ho Chi Minh en personne dit à Phan, entre ta petite vie de famille bourgeoise et la lutte armée révolutionnaire, qu'est-ce que tu attends pour choisir? Dans l'heure qui suit, Phan quitte femme et enfant, disparaît dans les forêts, rejoindre les troupes communistes. Plus aucune nouvelle de lui. Et voilà, dans le public, il y a quelqu'un qui se lève. Eh, dites donc, grand-mère, vous nous parlerez d'un vieux savetier qui aurait votre âge, qui s'appellerait Phan, mais je connais le bonhomme. Oui, il est toujours en vie. Il habite au petit village de Songba. C'est à 5 heures de route derrière les collines. Allez le voir, grand-mère, on ne sait jamais, c'est peut-être lui, votre mari. Sur la plage du village de Songba, tous les habitants se sont rassemblés. Il y a un silence à couper au couteau, puis une chaleur torride. Et là, au milieu de tous ces habitants, la vieille Thiep et le vieux Phan, face à face. C'est lui, c'est son mari, elle l'a reconnu du premier coup d'œil. Hein. Lui, par contre, il est un petit peu intimidé. Il préfère regarder ses vieilles savates, vous voyez, il baisse la tête. Alors la vieille Thiep fait un pas de plus vers son mari, elle est maintenant toute proche. Et d'un coup, ça part. Un ressort qui se décomprime. 2 gifles magistrales qui claquent les restes. Et voilà le vieux savetier Phan qui se met à pleurer comme un gamin devant tous les habitants réunis. Et Thiep se retourne vers ses 4 filles qui l'accompagnaient. Mes enfants, ça y est, j'ai payé toutes mes dettes. Je peux rentrer et mourir tranquille maintenant. C'est aussi l'histoire de mon père. Mon père, un militaire de carrière, il était officier, capitaine, 3 galons, capitaine dans les transmissions. Et moi, je n'ai connu mon père que comme militaire, toujours parti. Un véritable va-t-en-guerre professionnel. Mais même quand il était parti faire la guerre, quelque part, à droite à gauche, je pouvais sentir sa présence me coller littéralement au corps. Ben oui, parce que mon père est officier, donc peut-être que vous le savez, mais un officier a droit à un renouvellement complet de toute sa tenue tous les 2 ans. Képi, chemise, veste, manteau, tout ce que vous voulez, cravate et tout. Et comme ma mère était couturière, et qu'elle voulait faire des petites économies, eh bien, durant mon enfance, j'ai eu droit à des pantalons kaki, des chemises kaki, des vestes kaki, des mouchoirs kaki. Et si ma mère avait été capable de faire des slips, je pense qu'ils auraient fait aussi kaki. Et c'est comme ça que j'allais à l'école et au collège.
Et je vous parle d'une époque que sans doute vous avez connue, certaines, l'époque 68-69, époque yéyé, le power flower. Vous imaginez? J'étais comme ça à l'école. Et mes copains, ils avaient droit aux cheveux longs, pantalon pas de def, chemise à fleurs, vous voyez, les Clark avec des fleurs dessinées, quoi. Flower power. Dans la rue, on entendait make love, not war, not war, faites l'amour, pas la guerre, faites l'amour, pas la guerre. Mais c'est aussi l'histoire de Jimmy O'Brien, un petit gars loyal de 20 ans qui avait décidé un jour de servir sa patrie. Il voulait partir lui aussi au Vietnam. Pourtant, il avait dans la tête des films de John Wayne, des romans d'aventure, il avait une conception héroïque et romantique de la guerre. La guerre comme fait essentiel dans la vie d'un homme. Par la guerre, on devient un homme. Enfin, c'est ce qu'il croyait à l'époque. Il savait que son père avait fait la guerre, son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière-grand-père, enfin tous, ils avaient fait la guerre avant lui, et qu'il était issu d'une longue lignée de guerriers. Et que si lui-même ne faisait pas la guerre, il ne pourrait pas regarder en face sa mère, ni ses frères et sœurs, et surtout pas son père. Voilà, c'est pour ça qu'il a décidé de partir. D'abord, c'était une première campagne de 12 mois, en Vietnam, là-bas. Et la première fois qu'il est rentré chez lui, au bout de ces 12 mois, déjà, les choses avaient changé. On ne le reconnaissait même pas. Et il faisait peur en plus. Oh, il ne s'attendait pas à être reçu comme un héros par un pays qui avait exigé de lui qu'il renonce à sa conscience, non. Mais dès qu'il avait posé le pied sur le sol, il savait très bien qu'on allait le mépriser pour tout ce qui s'était passé là-bas. Ou pire, le cacher comme ses parents, parce que c'était devenu une source de honte. Voilà un gars qui s'était tiré vivant d'un abattoir international en folie. Et non seulement ne le félicitait pas, mais en plus on voulait le cacher. Bon, très bien, qui s'est dit. Alors, autant rempiler. Épinal dans les Vosges. J'ai 7 ans. À cette époque-là, il y avait 2 jours extraordinaires dans ma vie. Et rien à voir avec le jour de mon anniversaire ou 25 décembre. Ces 2 jours-là, c'était le 11 novembre et le 14 juillet. Ces jours-là, il y avait mon père qui défilait à la tête de ses troupes devant toute la ville réunie. C'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas la télévision avec 150 chaînes, Netflix, la télévision, les réseaux sociaux, rien de tout ça. Ce qui fait que les défilés militaires, c'était les spectacles de l'année à ne manquer sous aucun prétexte. Et du monde, il y en avait, croyez-moi. Et moi, j'étais fier de voir défiler mon père, seul, bien en vue devant ses hommes, avec son képi, fourragère, décoration sur la poitrine. Et il tenait en laisse notre chien Rex, un berger allemand, une bête, un molosse. Et ma mère convenait toujours d'un endroit stratégique. En général, c'était au bas de la côte Saint-Pierre, à Épinal, parce que de là, on pouvait voir arriver le défilé bien longtemps à l'avance. Et quand la fanfare passait devant nous, c'était le signal pour ma mère et moi de se faufiler discrètement jusqu'au premier rang. Comme ça, mon père pouvait nous voir du premier coup d'œil quand il passait devant nous. Et quand mon père passait à notre hauteur, il lâchait le chien. Et Rex, fallait le voir, il braillait comme un gamin, il hurlait, et il se précipitait comme ça vers ma mère pour se jeter dans les bras de ma mère, au ralenti en plus, enfin de mes yeux d'enfant. On aurait cru un film de Rintintin. Et moi j'étais aux anges à ce moment-là parce que je regardais la foule. Parce que pendant un bref instant, tout le monde avait détourné son regard du défilé pour le poser sur ma mère et moi. Et là, d'un seul coup d'œil, il y avait toute la ville d'Épinal qui savait qui on était. Et moi, du haut de mes 7 ans, si j'avais osé crier, chanter, hurler, j'aurais dit hey, le héros du jour avec ses galons, c'est mon papa, c'est mon papa. Village de Ma Ilé, centre du Vietnam.
zone de free killing. L'opération a commencé à l'aube du 16 mars 1968 avec les 3 sections de la compagnie Charlie. Jimmy a été débarqué en hélicoptère au milieu des rizières, à l'entrée du village. Ils n'ont rencontré aucune résistance. Et le massacre a pu commencer. Pillage, incendie, massacre, viol collectif, décapitation, éventration. Les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants, les animaux, tout ce qui bougeait. La boucherie a duré à peine 3 heures. 504 civils tués. Le meilleur ami de Jimmy, Benny Wilcox, lui, il a préféré se tirer une balle dans le pied pour ne pas être obligé de participer à ce massacre en règle. Une semaine après, on l'a envoyé sur le front au 17e parallèle. On n'a jamais retrouvé son corps. Lui, Jimmy, il en est revenu bien vivant de tout ça. Enfin, presque. Un zombie. Souvent, sa femme le surprend en pleurs, en train d'essayer de cacher une toute petite photo noir et blanc. Le portrait d'une petite fillette vietnamienne. Elle est tellement persuadée que son mari s'en sortira un jour ou l'autre qu'elle ne cherche surtout pas à connaître son secret. D'ailleurs, autour de Jimmy, ses rares relations, ses anciens compagnons d'armes, personne ne sait absolument rien au sujet de cette petite photo. Son trésor de guerre. Et au-dessus de la porte, il y a un néon qui clignote, qui annonce le ton de la soirée. Bienvenue au palais de l'harmonie céleste. Tout un programme. Mais pour Jimmy, le simple fait de devoir traverser toute cette immense salle et d'aller s'installer tout au fond à la table de vétérans, mais le pauvre, il a l'impression de se vautrer dans un fleuve de sang. Surtout quand il passe devant le petit serveur vietnamien tout sourire qui accueille les clients ce soir-là. Mesdames et messieurs, premier round. À ma droite, une table de vétérans à laquelle est installé Jimmy O'Brien. À ma gauche, un serveur vietnamien, poids plume, 58 kilos tout mouillé. Entre les deux, 5 mètres de distance. Mais avant, je vais vous dire les plats que l'on va voir dans ce restaurant. Nous avons soupe faux à la saïgonaise, bœuf aux crevettes maison, cassolette mogogai de Hanoï, travers de porc au coriandre, riz vapeur, beaucoup de riz. Ben oui, c'est ce genre de plats-là qui vont peut-être redonner à Jimmy le goût du jeune homme qu'il était autrefois. Ce soir-là, dans la voiture des vétérans qui le ramènent chez lui, Jimmy ne dit toujours rien. Il dort. Après toute une semaine d'insomnie et cette première expédition culinaire, il est enfin hors de combat, complètement KO. Ongles rongés, bambou brûlé. Là, j'aime bien les ongles. Bon, je les lime, je les taille à la lune descendante, paraît-il, pour éviter que ça pousse trop vite. Je ne les ronge pas, évidemment. Je repousse les peaux pour que les lunes soient apparentes. Tu vois? Je les brosse. Enfin, quand je dis je ne les ronge pas, je devrais dire je ne les ronge plus. Parce que quand j'étais gamin, c'était plus fort que moi. Et je faisais ça jusqu'à l'os, jusqu'à ce qu'il y ait du sang qui pisse.
De l'angoisse peut-être, avait dit le médecin. Et ma mère avait beau me mettre des crèmes ou des répulsifs en tout genre, rien à faire, c'était une véritable addiction, c'était plus fort que moi. Et un jour, mon père était rentré de permission, c'était pendant la guerre d'Algérie. Il rentre, puis il me dit, dis donc toi, montre-moi tes ongles. Et il me dit, très bien, si dans 8 jours, tu te ronges encore les ongles, je te ferai ce que feraient les Vietcong pour faire parler leurs prisonniers. Des tiges de bambou passées au feu, taillées en pointe et enfoncées sous les ongles. Après ça, mon petit bonhomme, je peux te garantir que tu n'auras plus envie de te les ronger parce que des ongles, tu n'en auras plus. Eh bien, depuis ce jour, jamais plus je me suis efficace comme pédagogie. On veut ranger. Mais c'est le lendemain soir, il s'est présenté tout seul à la porte du restaurant. Il n'avait même pas averti les autres vétérans. Il est rentré, il a traversé la salle, il s'est installé comme d'habitude à la table, tout au fond. Et le petit serveur vietnamien qui l'a reconnu lui a offert un sourire de bienvenue. Et puis il a présenté la carte. Et là, Jimmy a commandé un petit peu de tous les plats qu'il avait l'habitude de manger. Et puis il s'est bien mangé, tout seul. Enfin, je devrais dire, il s'est bien bouffé. On aurait dit qu'il n'avait pas vu de nourriture pendant un mois. Ça a duré des heures et des heures. Il a baffré comme un ogre, sans faire piquer des boyaux. À la fin, il avait un ventre comme ça. Ah. Il marchait pas, il titubait. Enfin, il titubait pas, il roulait tellement il était. Pour un peu qu'il y ait un courant d'air, on aurait dit une montgolfière qui s'en va. Et à un moment donné, il est passé en partant devant le petit serveur, il s'est arrêté, et puis il lui a serré la main. Puis il a fait une grimace. Et puis il a fait « Merci beaucoup ». Et puis il est sorti. On aurait dit que la bulle dans laquelle il a asphyxié depuis toutes ces années commençait un petit peu à se fissurer. Et puis il est rentré chez lui, tout seul. Et quand il est rentré, il y avait sa femme, ses enfants qui dormaient. Alors il a fait ces gestes qu'il avait tant et tant de fois répétés durant toutes ces années, c'était même devenu un rituel, vous voyez. Sortir le portefeuille, en extraire la petite photo noire et blanc qu'il conservait religieusement. Et la regarder pendant de longues minutes, jusqu'à ce que ses yeux lui piquent. Ensuite, il a été à la cuisine. Et sur la table de la cuisine, il a fait un brouillon de lettres. C'était sa toute première lettre de soldat depuis son retour du Vietnam. Vous vous rendez compte? Cher monsieur, pendant 22 ans, j'ai eu cette photo dans mon portefeuille. J'avais à peine 20 ans ce jour où nous nous sommes trouvés face à face sur ce chemin de Ma Il-lé au Vietnam. Je ne saurais jamais pourquoi vous n'avez pas pris ma vie. Vous m'avez longuement fixé, armé de votre AK-47, et pourtant vous n'avez pas tiré. Pardonnez-moi pour avoir pris votre vie. J'ai réagi comme on me l'avait appris à l'entraînement. Vous n'étiez même pas considéré comme un humain, une simple merde, juste une cible. Combien de fois, toutes ces années, ai-je regardé cette photo que je crois être celle de votre fille? Chaque fois, mon cœur et mes tripes brûlaient avec la douleur de la honte. Je laisse ici cette photo et cette lettre. Il est temps pour moi de poursuivre ma vie, de soulager ma peine et ma culpabilité. Je vous demande pardon, monsieur. Je vous demande pardon. Signé Jimmy O'Brien, compagnie Charlie, 3e section, matricule 27 554. Et à la fin de la semaine, il a décidé de repartir à sa famille. Et c'est l'âne qui l'a accompagné au bout du chemin où il attendait un autotaxi. Bien évidemment, avant que Jimmy monte sur cette moto, ils se sont pris dans les bras l'un de l'autre pendant un long moment, sans rien dire. Une belle étreinte. Et Jimmy a rendu cette petite photo qu'il gardait religieusement, la photo de l'âne. Mais il a donné aussi une photo de lui, un Polaroid. Et ensuite, il est parti, le cœur léger cette fois-ci. Et l'âne est rentrée chez elle avec la photo de Jimmy. Elle a été dans la maison où il y a, vous le savez sans doute, vous savez ce qu'on appelle l'hôtel des ancêtres. Un endroit où il y a des bouddhas, des guirlandes de fleurs, des petits plus mignons,
de l'encens, etc. Et puis il y a toutes les photos des ancêtres. Et l'âne a mis la photo de Jimmy juste à côté, tout contre la photo de son père, le soldat tué. Elle a pris 3 bâtons d'encens, et puis voilà, elle s'est mise à prier. Mais aujourd'hui encore là-bas, les gens racontent cette étrange histoire de ce roi cruel, sanguinaire. Il s'appelait Tuduc. Il a vécu dans la ville de Hué. Et le roi Tuduc, toute sa vie, tout son règne, il avait passé à piller, massacrer, violer, voler, torturer. Il n'avait aucune pitié, ni pour ses ennemis bien sûr, mais même pas pour ses amis. Mais voilà qu'une nuit, le roi Tuduc fait un rêve abominable. Il se voit grillé en enfer à cause de tous les crimes qu'il a commis. Ce cauchemar horrible, il aurait voulu garder pour lui secret. Mais voilà que pendant 7 nuits consécutives, il a les mêmes visions infernales. Alors au matin du 8e jour, il fait venir en grand secret un de ses fidèles conseillers, un vieux sage. Dis-moi la vérité. Je vais payer maintenant pour tous les crimes que j'ai commis durant ma vie. La vérité, Majesté? Répond le sage. Non. Rassurez-vous. Ce sont vos enfants qui paieront à votre place, pas vous. Oh ben, le roi Tuduc est si étonné, ravi d'une si étrange nouvelle, qu'il en ordonne tout de suite les préparatifs d'une fête pour fêter l'événement. Et voilà que quelques jours plus tard, en grande pompe, il descend l'escalier du palais, toute la cour avec les ministres, les dignitaires, les soldats sont là pour l'acclamer. Une marche, il est en compagnie de son vieux sage d'ailleurs, 2 marches, 3, 4 marches, et voilà le roi Tuduc qui bascule dans le vide. Il tombe, il rebondit, il roule, il vient s'écraser au pied des marches de marbre. Il est ivre de colère, tout cas vous savez pas. Il fait venir son vieux conseiller. Menteur, traître. Tu m'avais dit que je ne devais rien payer pour les crimes que j'avais commis durant ma vie. Mais je maintiens ce que je dis, Majesté, a répondu le vieux sage. Mais il se trouve que là, vous êtes en train de payer pour les crimes commis par votre père. Un jour, c'était jeudi, je me rappelle parce qu'à l'époque, c'était le jeudi qu'on n'avait pas d'école. Et ma mère n'était pas là, à la maison. Donc je me suis retrouvé seul avec mon père. C'était l'après-midi, il était à la table de la cuisine en train de lire le journal, comme d'habitude. Et j'en ai profité que j'étais seul avec lui. Je me suis assis devant lui. Il y avait le journal qui était en 32. Je devais me sentir, je ne sais pas, énervé, arrogant, curieux, bête. En tout cas, la question a jailli de moi sans que je puisse la retenir. Je lui ai dit, donc papa, toi qui as fait beaucoup de guerres dans ta vie, t'as tué des gens, toi? Il a baissé le journal, il m'a regardé, enfin il m'a fusillé le regard. Et puis il m'a dit, ça ne te regarde pas. Et hop, il a repris sa lecture. C'est tout ce qu'il a répondu. Et je ne sais même pas quelle aurait été ma réaction s'il avait dit oui. En tout cas, c'est une question qui m'a taraudé l'esprit, de savoir que peut-être mon père avait tué des gens dans sa vie. Ça m'a habité pendant des années encore. Et évidemment, jamais je n'ai osé lui reposer une seconde fois la question. Ah non, ça ne se fait pas. Ça, non.